Milwaukee Bucks, bien sûr, la preview signée Val. Une fois n'est pas coutume, on a réussi à le forcer, tout simplement à écrire sur les Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks qui, on peut le dire, sortent de la dernière saison de manière décevante, puisque déception fracassante, si je puis le dire, au premier tour des playoffs. Première victime de la surprise, Miami, bien sûr. Les Bucks éliminés sèchement, blessure de Giannis Antetokounmpo également. Benjamin, tu as vu un petit peu rapidement ce tour de playoff. Qu'est-ce que tu as pensé de ces Bucks-là? Tu m'as dit que tu n'étais pas le plus inspiré vis-à-vis de leur parcours playoff. Sur le parcours playoff, c'est toujours compliqué quand tu as ton joueur majeur qui se blesse comme c'est arrivé, même si les blessures font partie de ce qui peut se passer dans les équipes et que Tyler Herro s'était blessé aussi. Je crois que pour moi, ce qui s'est passé sur ce parcours de playoff dénote deux choses. La première, c'est qu'il est toujours très compliqué d'être en galère contre un huitième, parce que ça te met énormément de pression, et c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont tombés face à un joueur en fusion avec Jimmy Butler, et ça leur a mis beaucoup de pression. Et je trouve qu'au-delà de la victoire de Miami, qui a été portée par un Butler exceptionnel, je trouve quand même qu'ils ont, pour reprendre des termes un peu vulgaires, ils ont un peu de choc quand même. Tu sentais qu'ils avaient du mal à vraiment y aller. Et c'était plutôt symbolique de leur saison qui, pour moi, sonnait le début d'une fin de cycle. C'est-à-dire que je me suis pas dit ils sont finito, mais je me suis dit on commence à être au début de quelque chose qui commence à mal tourner. Avec un Joe Holiday qui a été un peu moins efficace que l'année d'avant, avec un Chris Middleton qui s'est beaucoup blessé. Et puis tu sais, quand tu as cette impression que l'énergie qui anime une équipe commence à partir un peu. Tu sais, tu commences à moins parler de cette équipe, tu sens moins de choses, tu sens moins d'enthousiasme, et ça commence à partir un peu. Et ça s'est traduit au premier tour, même si évidemment j'avais participé à la victoire de Miami. Donc je trouve tout à fait bienvenu le coup de pression qu'a mis Giannis cet été. Et évidemment, on en parlera après, le changement de roster. Antoine qui arrive dans le chat au bon moment pour taper sur les Bucks, effectivement. C'est le bon moment. Et Bucks CFR d'ailleurs autorise tout le monde puisque il fait une entrée fracassante avec bien sûr cette paraphrase de Giannis Antetokounmpo. Je rappelle que ce n'était pas un échec. Effectivement, on sait que ça avait beaucoup fait parler cette sortie de Giannis. Eric, oh my god, comme nous dit Guillaume, bien évidemment, le journaliste qui avait été pris à partie par Insider, je pense, de la franchise, il me semble, qui a été pris à partie par Giannis Antetokounmpo en conférence de presse, qui est devenu un mème. J'étais un peu remonté, moi, sur le traitement médiatique de toute cette affaire, mais bon, je n'avais pas... T'en avais pensé quoi, toi? Non, en fait, moi, je comprenais tout à fait son discours à Giannis, contrairement à tout le reste. Je trouve que c'est une façon saine d'envisager, je pense, pour un sportif, ta progression. En fait, et je pense, en fait, il y a une grande dichotomie entre ce que pensent les commentateurs, tous les commentateurs, en fait, autour de la NBA, etc., tu peux pas parler de ça, etc., de cette façon-là et autres. Alors que quand t'es sportif ou quoi, t'es obligé aussi d'être dans cet aspect-là. D'ailleurs, j'avais regardé un documentaire sur Bein, sur la mentalité sportive, etc., des champions et autres. Et il y avait deux types. Il y avait une psy qui intervenait, c'était très intéressant, qui disait que t'avais deux façons de gérer l'échec en fait à ce niveau-là et dans ce genre de perf de super haut niveau, etc. Et t'avais des joueurs en fait qui l'avaient jamais vécu, jamais appris à le vivre et à le gérer, étaient ceux qui avaient justement appris à le gérer. Et en fait, ça pouvait être posé de problématique que d'être dans ce mythe de on perd jamais, etc. C'est jamais, y a pas d'échec, c'est impossible et tout. Et que ça pouvait faire bien mal quand justement ils se retrouvaient vraiment en difficulté, et certains se relevaient jamais du truc parce que justement ils n'avaient pas appris à le penser, à le gérer. Et moi je trouvais que c'était un peu dommage de ne pas avoir eu cette lecture là aussi sur sa conf de presse, que je trouvais intéressante. Mais bref, Guillaume, lui, n'est pas de cet avis, puisqu'on le sait maintenant qu'il va lancer son hebdo. Il est obligé de son hebdo futur dans cette saison. Il est obligé d'adopter une vision très Kendrick Perkins, pour paraphraser Antoine dans le chat. Voilà. Totalement improvisé cette parenthèse. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Guillaume. Vas-y, Benj. Au rang des changements, alors j'ai pas grand-chose, enfin peut-être que Jérémy a envie de parler de cette déclat de Giannis qui moi m'a fait réagir
C'était un peu, on s'en fout, mais je comprends que c'est attiré de l'attention. Par contre, il y a un autre élément dont il faudra qu'on parle et qui est très important, c'est le changement de coach, quand même. Avec, on peut faire comme un bilan de Mike Budenholzer qui a probablement. Bien évidemment. Ouais, Et puis Vas-y, Jérémy. on peut quand même noter deux choses. C'est que, enfin, pour quelque chose qui n'est pas un échec, on a quand même eu un coach qui a été viré et Drew Holiday qui est parti pour Damian Lillard. Mais aussi, finalement, il a un peu paraphrasé Michael Jordan quand il disait soit je gagne, soit j'apprends. Et ça n'avait pas fait de scandale à l'époque quand Michael C'est Jordan Gandhi, l'avait ça. dit. C'est Gandhi. Michael Jordan l'a paraphrasé et on l'appelle toujours le GOAT, donc je pense que ça devrait le faire pour lui, quoi. Tu fais très bien C'est Mandela, ouais, c'est pas Gandhi. Préciser. On va y revenir et tu me fais la transition parfaite, justement. Une émission de playoff assez rude du coup. Peut-être un échec ou pas. On laissera le débat dans les commentaires YouTube, bien sûr, en plus du chat. Mais qui, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Jérémy, scellait le destin de Mike Budenholzer au poste de coach, qui s'en allait et qui allait amener encore un changement majeur de plus, puisque l'arrivée de Damian Lillard, Tony Truant, s'était faite il y a quelques semaines maintenant de ça. On va faire le point bien sûr sur les départs, les arrivées, avant de parler un petit peu du coach, d'aborder bien sûr surtout l'arrivée de Damian Lillard sous différents aspects. Avant ça, les arrivées de Damian Lillard, donc Malik Beasley également, Robin Lopez, Cameron Payne, Ty Washington, Marcus Bolden, Andre Jackson Jr., Chris Livingston, Omari Moore, Drew Time. Les départs, donc Drew Holiday, bien évidemment, Grayson Allen et également qui partait dans l'échange avec Damian Lillard, Javon Carter, Joe Ingles, Wesley Matthews, Goran Dragic et Meyers Leonard, ce qui nous donne un roster actuel au poste de meneur Damian Lillard, Cameron Payne, AJ Green, Ty Washington, au poste d'arrière, Malik Beasley, Andre Jackson Jr., Marjon Beauchamp, au poste d'ailier Chris Middleton, Pat Connaughton, au poste d'ailier fort Giannis Antetokounmpo, Jake Crowder, Bobby Portis, Omari Moore, au poste de pivot Brook Lopez, Robin Lopez, les deux frères réunis pour le plus grand malheur des mascottes de la ligue, Drew Time et Marcus Bolden. Je vais pouvoir revenir à l'écran avec le chat. Messieurs, d'abord le changement de coach. Bud, Jérémy, qu'est-ce que tu pensais de ce changement, de ce départ de Budenholzer? Peut-être un petit bilan de ce qu'il a pu amener à ces Milwaukee Bucks. Le cas de Budenholzer, il est un petit peu compliqué. Ça fait partie de ces coachs finalement qui auront été virés un an ou deux après avoir gagné le titre avec leur équipe. Moi, ce que je retiens quand même de Michael Budenholzer, c'est qu'il est arrivé dans une équipe qui avait du mal à se trouver et qui leur a apporté une identité tant défensive qu'offensive, qu'avec lui, les Bucks ont été un véritable rouleau compresseur qui aura duré quand même toute la période où il aura été là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est arrivé, c'était toujours top 3 et souvent top 1 de la conférence Est. Il y avait vraiment un fond de jeu qui était le sien, qui a été souvent critiqué à cause des playoffs et notamment le fait qu'il y avait cette idée un peu qu'il y avait un vrai plan A qui était très fort mais qui manquait un peu d'un plan B et de capacité à s'adapter. Voilà, moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup ce profil de coach, qui ont une vraie philosophie, qui des fois vont mourir avec, mais qui ont la qualité en tout cas d'apporter quelque chose qui est bien à eux et de pouvoir vraiment, que ce soit facile en fait de créer des équipes pour ces coachs-là parce que on sait assez facilement ce dont ils ont besoin pour réussir. Et en cela, moi, je trouve que son passage, il est très réussi. Et c'est peut-être un petit peu dommage, maintenant qu'on a le trade de Damian Lillard, de se dire qu'on n'a pas pu voir Mike Budenholzer avec un créateur du niveau de Damian Lillard et que toute sa carrière, il jouera avec cette difficulté de jamais avoir eu une option aussi forte à la main. Voilà, moi je suis pas sûr que le choix était bon, mais je comprends. Je comprends celui qui a été fait de se dire ok, ça fait quelques années qu'on se plante et on a eu que 2021 où on a vraiment eu un run à la hauteur de notre saison régulière. Donc bon, choix discutable mais compréhensible, quoi. Avec aussi ce biais-là, qui est qu'au moment où tu vires le coach Bud, tu n'es pas encore, tu ne sais pas que tu vas encore avoir l'opportunité de ramener Damian Lillard dans la franchise. C'est aussi ça qui diffère clairement dans ce truc-là. Kilak qui nous dit Coach Bud s'est fait out-coach, pas sûr du mot, mais si tu peux le dire, par Spoelstra. Il ne sait pas s'adapter au système adverse pendant un match. C'est vrai que c'était aussi quand même la grande critique faite à Coach Bud pendant quelques années de playoff. Alors, l'année du titre 2021,
il a été plutôt, il a réussi plutôt en fait à aller dépasser ces critiques-là et à être un peu meilleur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait quand même régulièrement et qui aussi peut-être lui coûte sa place en fin de compte. L'arrivée, et c'est plutôt bien décrit dans la preview de Val, d'un nouveau coach en la personne d'Adrian Griffin. Adrian Griffin qui est un assistant coach réputé dans la ligue, puisque ça fait maintenant plus d'une quinzaine de saisons qu'il officie à droite et à gauche. Je vous invite à lire ce portrait du Milwaukee Journal Sentinel. C'est en lien dans la preview de Val, mais qui est plutôt intéressant. Alors après, ça ne dit quand même que peu de choses de ce qu'on verra sur le terrain, bien évidemment, mais c'est un portrait plutôt très complet et assez intéressant si vous souhaitez vous renseigner un petit peu plus sur le futur coach des Bucks. Maintenant, comme le disait très bien Val en off et à demi-mot dans la preview, nouveau coach, on ne sait donc rien, on s'arrêtera donc là sur cette preview. En tout cas, c'était la tentative qu'il voulait faire. Oui, vas-y, Benjamin, vas-y, je te laisse. T'as quand même les déclarations d'intention du coach, ça permet toujours de se donner une idée. Bon, sur Budenholzer, moi j'ajoute quand même, ça fait 2 fois qu'on fait ce constat avec Budenholzer qui est autour de ces problèmes d'adaptation. Parce qu'à Atlanta, on faisait exactement le même constat. Un système de jeu qui marchait très bien en saison régulière. Faut regarder, mais dans les dernières années, je pense qu'il doit faire des top 4 Atlanta de saison régulière et un jeu qui s'adapte pas du tout en playoff. Heureusement qu'on a le run de 2021 pour sauver un peu tout ça, parce que sinon, le constat sur Budenholzer, moi, je serais extrêmement dur. Pour ce qui est d'Adrian Griffin, si la déclaration d'intention qu'il fait, et pour le coup, quand on regardait le match de cette nuit, c'était assez clair, c'est de jouer beaucoup plus de pick and roll, quand même. Les Bucks, quand on regarde un peu les différentes stats sur l'année dernière, on n'a aucun type d'attaque où ils sont top 5, quoi. Même top 10, je crois que j'en avais pas trouvé. Donc en fait, c'était vraiment un jeu avec pas mal de variétés. Là, Adrian Griffin a été assez clair, hein, ils vont faire beaucoup de pick and roll. Certes, beaucoup de pick and roll, mais avec une raison peut-être assez simple, c'est l'arrivée de Damian Lillard. Tu commences par l'attaque, donc on va commencer par l'aspect offensif de ce trade. Bien sûr, c'est ce qui nous anime tous face à ce trade-là et qui nous hype particulièrement. Tu fais bien de le dire, c'est vrai que c'était un des manques, notamment peut-être du côté de Giannis offensivement, qui était très peu trouvé lancé sur le rôle du pick and roll, hein, bien sûr. Donc du coup, après la pause d'écran, pour aller vers le panier et une fois lancé, être beaucoup plus à même de trouver le panier avec potentiellement aussi moins de défense. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas, comme on le disait tout à l'heure, il n'a jamais eu ce meneur créateur élite à côté de lui. Et enfin, avec pick and roll, c'est ce qui semblerait se dessiner. Giannis qui va donc potentiellement être trouvé de manière beaucoup plus dangereuse, et Lillard qui est déjà très bon sur pick and roll, et surtout qui va pouvoir attirer la défense à 3 points à l'extérieur, libérer énormément de place sur le roll, donc pour Giannis pour attaquer, aussi pour pouvoir passer sur le short roll. Ça pourra être intéressant de voir avec un spacing chez les Bucks qui est plutôt bon, hein. On parle de Brook Lopez, de Malik Beasley, de Chris Middleton. Il y a largement pire en termes de spacing et de shoot à 3 points et de qualité même sur spot-up au global. Et à côté de ça, Lillard qui va aussi profiter de cet intérieur qu'il n'a jamais eu pour pouvoir potentiellement aussi avoir d'encore meilleures positions de tir. Jérémy, est-ce que tu attends d'autres choses tactiquement dans ce jeu offensif, ce two-man game, peut-être pour aller plus loin que le pick and roll? Quelles sont les choses que tu attends en plus? En fait, je pense que tout ce qui va effectivement se cristalliser les attentes autour de cette équipe-là, c'est déjà de voir comment fonctionne ce duo avec Giannis. Est-ce qu'on va le voir dans un rôle d'intérieur un peu classique qui joue le rôle, ou est-ce qu'il va y avoir plus que ça? J'avoue qu'à ce stade, je suis un petit peu dans l'attente de ce que va proposer Adrian Griffin, parce que j'ai du mal à voir un plan qui est plus parfait que celui-là. C'est un petit peu comme quand on avait eu le duo James Harden-Joel Embiid au tout début et qu'on imaginait un James Harden encore à son sommet. Même si tu trouves des adaptations et d'autres manières de jouer, le plan de base qui est le pick and roll entre ces deux joueurs, il paraît tellement létal et dur à contrer que finalement,
ils peuvent jouer de ça à l'infini, soit les placer sur le même côté et voir un petit peu comment ça va se jouer, soit effectivement rentrer dans un pick and roll et le fait que Damian Lillard puisse se décocher d'aussi loin et la menace que représente Giannis Antetokounmpo sur le rôle, ça paraît déjà être une arme de destruction massive. Après, il y a des attaquants de talent à côté, il y a des joueurs qui peuvent effectivement faire du spacing. Mais j'avoue que j'ai pas spécialement aujourd'hui une idée de ce à quoi ça va ressembler et ça reste assez intriguant, quoi. Il y a- Sur le premier match de pré-saison qu'ils ont joué ensemble, effectivement, on a eu beaucoup de pick and roll. Moi, l'impression que ça me. Enfin, dans les premières minutes, rapidement, je me suis dit, tiens, on dirait le pick and roll de Steph Curry et Draymond Green. Avec ce jeu, vous voyez ce pick qu'ils ont joué toute leur carrière, je crois. 13 à 45, qui joue très loin, où on a un écran qui est plutôt bien posé, qui force à sortir fort sur le meneur de jeu qui shoot de très loin. C'est que Damian Lillard est celui qui se rapproche le plus de Steph Curry là-dessus. Et du coup, on laisse ouvert le rôle. Moi, je pense qu'on va beaucoup trouver de ça. La seule question que je me pose, c'est est-ce que Yanis va être dans un rôle de finisseur pur et dur, donc vraiment dans un rôle de scoreur et devenir une sorte de, enfin, je sais pas, ce serait une espèce de Shaquille O'Neal, enfin, je sais pas trop, ou est-ce qu'il va jouer un peu un rôle de facilitateur derrière. L'intention, en tout cas, qui était montrée hier, c'était plutôt qu'il a un rôle de finisseur, hein, clairement. C'est-à-dire que quand il recevait le ballon, le but c'était pas de faire une passe, hein, c'était de finir. L'année dernière, Yanis, il tournait, je crois, je regardais tout à l'heure, à peu près à 20% de paniers pris sans dribble. C'est extrêmement faible, hein, pour un profil comme le sien. Donc, à titre de comparaison, Anthony Davis, il est autour des 55%. Alors, c'est normal qu'il y ait une différence. Mais je pense qu'on peut s'attendre à un Yanis qui va devenir beaucoup plus pivot qu'il ne l'est déjà. On parle un petit peu du two-man game, bien évidemment. Tu citais l'aspect Draymond Green Curry. Ce qui est intéressant, moi aussi, je trouve, et ce que j'aimerais voir plus encore que l'aspect pick and roll, qui va déjà être assez meurtrier comme ça potentiellement pour les défenses adverses, mais c'est l'aspect off-ball de Damian Lillard qui, je trouve, est un petit peu sous-estimé ces dernières années, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir un Damian Lillard très porteur de ballon, puisque les options à côté de lui offensivement étaient quand même très faibles. Moi, j'ai envie de voir l'aspect off-ball dans des systèmes un petit peu plus décentré en tout cas, ou alors avec un Giannis qui serait par exemple sur dribble and off ou ce genre de choses. Je pense qu'il peut y avoir des choses très intéressantes à ce niveau-là, notamment sur si jamais bien sûr les défenseurs anticipent un petit peu trop le shoot de Lillard. Je pense que ça peut ouvrir aussi le panier à Giannis d'une autre manière que du pick and roll un peu simple, et je pense que c'est quelque chose qui est possible, notamment parce que Terry Stotts est assistant coach, si je ne m'abuse, au Milwaukee Bucks, et que donc c'était celui qui avait fait le plus bouger peut-être Damian Lillard off-ball dans ses premières années, et donc ça c'est quelque chose que j'ai hâte de voir et que j'espère voir tout simplement. À côté de ça, dans le chat, on a pas mal de commentaires intéressantes, que ce soit de BucksFR, d'Antoine, mais aussi de tous les autres qui nous parlent aussi à côté du supporting cast. On parlait un petit peu de spacing tout à l'heure et autres. C'est un petit peu plus, on va dire, mesuré, nuancé, et en question, en tout cas, en termes de supporting cast autour du duo. On parle de joueurs assez vieillissants, dont notamment les blessures pourraient limiter l'impact, et de se dire que, est-ce que finalement, si le supporting cast à côté faiblit, est-ce qu'on n'aurait pas un duo qui, si on se concentre sur lui, est finalement arrêtable? Ça, c'était un peu la remarque d'Antoine. Un duo, c'est quand même quelque chose qu'on peut arrêter si jamais les trois autres membres du 5 sont friables. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement quelque chose à jouer là-dessus? On sait que en termes peut-être de profondeur de banc, c'est peut-être un petit peu limité du côté des Bucks. Derrière Malik Beasley, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de Connaughton peut-être qui fait l'aile. Chris Middleton a été pas mal blessé. Ça a été potentiellement une difficulté pour ces Bucks-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Benjamin, je te redonne la parole. Déjà, le premier élément qu'on peut donner là-dessus, qui est quand même intéressant, et ça s'est vu sur les matchs de pré-saison, c'est qu'ils ont l'air de partir sur l'idée de mettre Malik Beasley dans le 5. Malik Beasley, c'est pas anodin, je trouve, de mettre Malik Beasley, parce que Malik Beasley, c'est un genre de système. On n'est pas sur un profil à Grayson Allen qui va profiter de la balle qui bouge pour terminer les actions avec un shoot à 3 points. Il peut le faire, mais généralement, quand on prend Malik Beasley, c'est plutôt pour générer des plays pour lui. Et pour le coup, quand on regardait le match de hier soir, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il était clairement ciblé sur des plays.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même l'envie d'équilibrer l'attaque. Si tu te retrouves avec une attaque, je pense que Brook Lopez va vraiment voir ses munitions diminuer, mais quand tu te retrouves dans une attaque avec Chris Middleton, qui va sûrement maintenant jouer un rôle de catch and shooter défenseur, de Malik Beasley, qui va être plutôt le joueur de sortie d'écran de système, et Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, il me semble que déjà tu te dégages un 5 majeur avec bien plus que 2 options en attaque. Et ça, c'est intéressant. Parce que derrière, ça veut dire que tu peux construire des rotations si Malik Beasley n'est pas le Malik Beasley des Lakers, ce qui est quand même pas rien, où tu peux te construire une rotation avec toujours 2 options offensives sur le terrain. Et je pense qu'ils vont essayer de faire ça. Jérémy, par rapport au Super Teamcast, comment toi tu le ressens? Est-ce que c'est une crainte ou en réalité il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter plus que ça du côté offensif en tout cas? Déjà, je pense que quand tu as fait une intersaison comme celle des Bucks, faut toujours éviter de considérer que l'effectif est terminé. Je pense sincèrement que ce qu'on va voir, c'est une équipe qui va évoluer à la trade deadline et qu'en attendant, ils ont quand même des munitions assez intéressantes. Effectivement, Beasley, je pense qu'il sera dans le 5 de départ de manière assez régulière. Derrière, ils ont des joueurs aussi à tester. Je pense à Cameron Payne, je pense à Pat Connaughton et surtout à Jake Crowder. Autant Connaughton, je pense qu'ils savent à peu près de la manière dont il va contribuer. Cameron Payne, c'est un joueur qui avait un bout de saison et une belle saison à Phoenix et qui depuis a un peu rechuté. J'imagine que l'objectif pour eux, c'est de voir s'ils arrivent à le relancer. Et Jake Crowder, qui est arrivé l'année dernière après avoir refusé de jouer à Phoenix et donc qui a pas pu contribuer avec les Bucks. Et bon, il est encore à un âge où je pense qu'il peut être une option sympa en sortie de banc. Et quand tu regardes l'effectif avec Lillard, Giannis, Chris Middleton, je vais utiliser un mot que tu aimes bien, N5, il y a moyen de stagger et de responsabiliser les trois principaux initiateurs offensifs, euh, pas forcément en même temps. Donc moi honnêtement, sur la première partie de saison, je suis pas très inquiet parce que ils ont quand même deux des attaquants les plus forts offensivement de la ligue. À côté de ça, ils ont un Middleton qui a eu le temps aussi de se retaper pendant l'été et ils ont quelques role-players qui savent initier légèrement, mais qui savent initier quand même. Donc moi, je suis plutôt optimiste pour eux sur la première partie de saison, tout en sachant qu'à mon avis, il y aura sûrement un ou deux renforts à l'intersaison et que ce genre d'équipes sont très attractives quand il y a des stars de ce niveau-là, quoi. Ils ont énormément de profondeur offensive. Défensivement, c'est peut-être un peu plus difficile, mais offensif, parce que là, on a fait la liste, on a dit Damian Lillard, Malik Beasley, qui peut être une option, Chris Middleton, qui, je pense, va pouvoir se régaler quand Damian Lillard ne sera pas là, il n'y sera pas là et est très responsabilisé. Évidemment, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez est un joueur avec un énorme talent offensif, donc il peut... Ça c'est pas de la profondeur, ça tu cites le 5 titulaire. Ouais, mais attends, il reste la suite après, parce que on n'a toujours pas parlé de Bobby Portis, qui est quand même toujours dans l'effectif, qu'ils n'ont pas perdu là-dedans. Et après, effectivement, tu es plus sur des role-players. Mais quand tu as 5-6 joueurs qui peuvent être des options, allez, 4-5, c'est énorme quand même pour alimenter une rotation. Ouais, faut plus taper 8-9. 9, t'es confort. 8, on va dire. Je parle des options offensives. Je parle des options offensives. Ouais, mais même offensive. T'as quoi? Parce qu'en fait, à l'extérieur, t'as quoi? Pas de Connaughton, mais c'est à peu près tout en fait sur la ligne extérieure. T'as Cameron Payne, c'est pas terrible. Après, peut-être vous choisissez de choisir le Cameron Payne des Suns qui a été ressuscité un an, on sait pas trop comment, mais sinon au global ça fait quand même un petit peu peur. Donc du coup sur la ligne extérieure c'est quand même assez limité. C'est vrai que derrière Chris Middleton, après le remplaçant du remplaçant, petite dédicace à Tom, il y a pas grand monde. C'est en question sur les blessures. Après on a beaucoup de questions intéressantes en termes aussi de schéma de jeu. C'est Antoine qui nous demande pendant les pick and roll, Brook il est où? Dans le corner opposé, attention à la transition, en tête de raquette, qui t'a amené pas mal de stunts, dans le dunker spot, qui t'a sacrifié un peu sur les ados au panier. Je pense que, honnêtement, toutes ces questions, on va tous se les rappeler pour les redire, je pense, avant les playoffs. Ce sera très clairement la preview playoff. Je pense qu'en SR, il n'y aura aucun souci là-dessus, ou peu de soucis là-dessus, dans le sens où, en fait, par exemple, typiquement, Brook Lopez, je pense que ce sera corner comme il est habitué pour faire le plus de spacing possible. Je pense que ça posera peu de problèmes dans le sens où ce sera une action tellement efficace qu'en réalité, les problématiques qui en découleraient seront limitées. Donc je pense qu'on va
On va le voir plus tard. Bucks FR qui nous dit Lopez sera aussi au pick and roll. Je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes comme ça où on focalise énormément le jeu sur le pick and roll. Lillard, Giannis a raison, mais en réalité, il y aura aussi des à côté intéressants. Honnêtement, avec aussi un Lillard qui va apporter là où les Bucks étaient très faibles, c'est-à-dire sur isolation, puisque on l'a vu, si Giannis avait essayé l'année passée d'étendre un petit peu sa palette en jouant l'isolation, ça a été plutôt faible, voire très faible en termes d'efficacité et pas forcément quelque chose qu'on voyait améliorable sur le moyen long terme ou alors dans le très long terme, puisqu'il marquait 0,83 points sur possession avec 4 possessions d'ISO par match. Soit vraiment une des pires efficacités de la ligue. Lui, Lillard, c'est tout l'opposé. Je crois qu'il était à peu près deuxième sur les joueurs à plus de 3 ou 4 possessions par match. Il est à 1,17 points par possession, voilà, soit 90% de mieux que tous les autres joueurs. Donc je pense qu'au global, quand même, il n'y aura pas trop de soucis à se faire. En tout cas, il va y avoir des essais de pas mal de choses durant la saison en termes de schéma. On espère, en tout cas, selon le coach, ce qu'il fera. À côté de ça, et c'est Kilak qui nous disait ça tout à l'heure, et c'est pour ça que j'épinglais son commentaire dans le chat, mais on m'a accusé à tort du favoritisme. Néanmoins, vous retrouvez mon PayPal, bien sûr, dans le chat pour me soudoyer comme il se faut. Kilak qui nous disait, mon inquiétude, c'est la défense au périmètre. On perd Drew, meilleur défenseur extérieur à son poste. Alors ça, c'est un petit peu débattable, mais en tout cas, un des meilleurs défenseurs, ça, on se rejoindra. Et son backup, Jevon Carter, qui défendait aussi pas mal, ce qui permettait d'avoir toujours une défense extérieure de qualité. En poste 2, Allen était meilleur défenseur que Beasley et autres. Je pense donc qu'il faut trouver un équilibre. Marjon est pas mauvais en défense, mais trop limité offensivement. Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude défensive? C'est quelque chose qui revient pas mal après le trade de Lillard, puisque c'était pas sa qualité. On parle de la perte de Jrue Holiday, bien évidemment. Je rajouterais que s'il y a une chose qui m'inquiète sur Chris Middleton, c'est pas vraiment offensivement, parce qu'il aura des catch and shoot ouverts à 3 points avec la gravité des deux autres monstres, mais c'est plutôt l'aspect défensif du terrain. On en parlera plus pendant les playoffs, parce qu'encore une fois, je pense que la SR, à la limite, ça devrait aller. Ça va rouler. Mais en playoff, ce sera peut-être quelque chose à cibler, donc là on en parlera peut-être un peu plus. Benjamin, est-ce que en termes défensifs, c'est aussi une crainte que tu as par rapport à la défense extérieure des Bucks après ce trade? Oui, alors c'est sûr, pour moi la question en tout cas elle est beaucoup plus défensive qu'offensive, parce qu'offensive on en a déjà parlé, mais je vois pas trop de soucis sauf blessure, mais de toute façon tu remportes pas un titre si tes joueurs majeurs offensifs sont blessés, quoi qu'il arrive, donc pour moi c'est moins le sujet. Effectivement, défensivement ça me paraît plus est-ce un sujet. Il faut se voir aussi ce que Adrian Griffin veut faire, parce que le schéma de jeu de McBudenholzer était très très clair. Le schéma de jeu de McBudenholzer, c'était quoi? C'était fermer la raquette à fond. Et là-dessus, normalement, ils n'ont pas dû perdre trop, parce qu'ils ont toujours Giannis et Brook Lopez, qui était monumental là-dedans. Et c'était mettre beaucoup de pression sur les 3 points. Et en gros, c'est la vision de jeu de McBudenholzer, c'est très statistique, c'est ce qu'on laisse, c'est les mi-distances. Pour le coup, en saison régulière, c'est plutôt très profitable. Et en playoff, il y a eu 2-3 fois où ça leur a posé souci. Je pense par exemple à la confrontation contre les Nets, l'année où ça finit au Game 7, avec notamment Kevin Durant qui était très très fort, où ils avaient choisi de laisser les mi-distances, en tout cas de ne pas sortir de la raquette pour aller aider les mi-distances. Et s'était fait avoir tout en ayant des très bons défenseurs extérieurs. S'ils continuent d'avoir le même plan de jeu avec des défenseurs extérieurs qui sont en retrait et moins forts, ils peuvent vraiment chuter là-dessus. Et là, ça peut être dangereux. Et là, ça peut commencer à être vraiment dangereux. Effectivement, pas pour la playoff, pas pour la saison régulière, mais pour les playoffs. Parce qu'ils peuvent vite se retrouver dans le schéma de jeu qui leur a posé souci les 3 dernières années, mais donc oui, clairement, la défense, c'est très inquiétant. Enfin, très inquiétant, c'est inquiétant. On va peut-être changer un peu d'identité à Milwaukee, quand même. Qui était une équipe quand même avec une forte assise défensive et une assise offensive qui était très ancrée dans la saison régulière, mais moins adaptée aux playoffs. On peut presque changer d'identité pour eux. Jérémy, est-ce que tu vas aussi loin que Benjamin? Comment est-ce que tu vois la chose de ce côté-là du terrain? C'est vrai que comme on ne connaît pas le futur coach, on ne peut pas vraiment dire quelle défense ils vont jouer. Néanmoins, ils gardent quand même ce tandem Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez qui est à la base même de leur défense. Je pense qu'en fait, finalement, c'est un pari, ce qu'ont fait les Bucks, c'est de se dire est-ce qu'on va améliorer l'attaque suffisamment pour compenser la perte en défense. Quand tu vas chercher un joueur comme Damian Lillard, a priori, tu te mets dans des conditions de vraiment rehausser ton niveau offensif et de plus avoir cette problématique de
on n'a pas vraiment de possibilité de s'adapter en attaque une fois en playoff parce que tout passe par Giannis ou l'essentiel passe par Giannis et que c'est pas un créateur de haut niveau et même qu'il y a un plan défensif qui est assez simple quand tu as le pivot et un extérieur qui te permettent de mettre en place une défense sur Giannis. Je suis pas dramatiquement inquiet pour la défense. Je pense qu'il reste un socle suffisant. Ils vont forcément perdre de ce côté-là du terrain, mais je pense que le gain de l'autre côté du terrain est tellement fort que ça va assez largement compenser cette perte-là. Et on l'a vu, comme c'est dit dans le chat, que par exemple Denver cette année, qui n'avait pas une défense élite, a réussi à aller loin justement parce qu'ils avaient vraiment un niveau offensif qui était complètement au-dessus du lot, quoi. Et les Bucks, je pense, veulent prétendre à ça cette saison. Bucks FR, justement, qu'on salue bien évidemment, nous dit dans le chat, les Cavs étaient top 5 défense avec Mitchell Garland, finalement est-ce qu'on surestime pas l'impact du point of attack? C'est effectivement une des grandes choses. Je te vois réagir, Benjamin. Je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Pour le coup, sur l'attaque, enfin sur les ratings défensifs, évidemment, ça veut dire quelque chose, mais il faut quand même bien différencier la saison régulière des playoffs parce que les équipes préparent pas du tout de la même façon les séries de playoffs. Ou notamment quand on a des attaques qui font des choix très très forts, des défenses pardon, qui font des choix très très forts, comme c'était le cas des Cavs, qui était de fermer la raquette très très fort, comme ça a pu être le cas des Bucks certaines années. C'est en playoff où parfois on se fait un peu cibler sur nos défauts. Les défenses de playoff qui marchent le mieux, c'est les défenses un peu overall, quoi, complètes. Là, dans le cas des Cavs, c'est un bon exemple de, pour moi, les trucs un peu dangereux. Où en fait, c'était effectivement comme les Bucks, on ferme la raquette à mort. Moi, quoi, je me place sur, comme assez parlé de moi, perso très content de ce changement, on va avoir des arguments sur l'importance de la défense du POA. Moi, ça va être intéressant parce que je trouve que cette façon de voir le point of attack, je trouve, dans la team analytics, a été un petit peu biaisée pour ma part, dans le sens où c'est devenu un peu du prêt-à-penser que je trouve un petit peu casse-couille parce que on a des biais gênants dans cette analyse-là, dans le sens où, par exemple, typiquement, schématiquement, il va falloir aller un petit peu plus loin que dire ah oui mais c'est du point of attack donc ça vaut rien. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça, notamment par exemple là sur les schémas de drop très bas des Bucks, c'était très important parce que ça permettait d'avoir des bons défenseurs du périmètre et qui est Jrue Holiday en première ligne bien sûr, mais on en parlait tout à l'heure, Grayson Allen pouvait l'être également. Ça peut être important pour les Bucks d'avoir des défenseurs du point of attack intéressants sur la navigation, etc. Parce que ça permettait d'avoir un Brook Lopez très bas. Là, le fait est que Brook Lopez va peut-être devoir monter un petit peu plus. C'était déjà le cas dans les premières années chez les Bucks aussi, où on avait un positionnement de drop qui était peut-être pas aussi bas vers la raquette. Donc ça peut être aussi un changement. Et il peut monter un petit peu plus. Enfin, on va voir s'il est encore capable de l'être, mais le point of attack, ça peut être très intéressant. Et nous, on le sait, Jérémy à Denver, parce qu'on a vu la différence quand est arrivé Bruce Brown et KCP pour justement réussir à autoriser le drop pour Nikola Jokic, parce que on avait des défenseurs à l'extérieur qui réussissaient à revenir bien après les écrans pour contester les shoots ouverts, à passer les écrans tout simplement pour ne pas les autoriser, ce genre de position. Donc ça va être en tout cas très intéressant de voir que justement ce sera peut-être pas aussi facile que le prêt-à-penser qu'on nous sert du côté des stat heads et des nerds analytics là-dessus, parce que c'était un petit peu trop facile de penser ça. Donc je pense qu'il y aura peut-être effectivement des changements défensifs du côté des Bucks à ce niveau-là. Est-ce que pour autant on va avoir un changement d'identité, comme tu disais Benjamin, pour passer d'un socle défensif à quelque chose de purement offensif? Je pense que ça va être entre les deux. Je pense que s'ils perdent défensivement, ce sera quand même de manière un petit peu limitée, puisque avec Brook Lopez qui était là, et là je te rejoins Jérémy, et avec Giannis Antetokounmpo qui sont quand même deux très bons défenseurs, notamment de l'arceau, je pense qu'on restera dans des standards vraiment très élevés, ou en tout cas élevés, et très clairement dans les 15 premiers du côté defensive rating. Et à côté de ça, je te rejoins en plus Jérémy pour dire bien évidemment, mais ça me paraît assez évident, que tu gagnes au change quoi qu'il arrive, puisque offensivement la balance est quand même bien à ton avantage. Même si tu perdais un petit peu défensivement, tu gagnes énormément offensivement, suffisamment pour avoir une meilleure
Équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, à rajouter? Et je te rejoins également aussi, Benjamin, par rapport à l'aspect playoff, mais ça, on y reviendra après la saison, avant les playoffs. On fait également les previews de playoffs, et là, on aura certainement d'autres choses à dire. Et Bucks FR qui nous dit, finalement d'accord également, avec le on perd beaucoup en défense, mais on gagne encore plus en attaque. Benjamin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, si tu vois, j'allais conclure avec un élément playoff, et donc tu as dit qu'on était sur la saison régulière. Sur la saison régulière, oui, non, j'ai pas d'inquiétude. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce genre de trade, c'est que ça change un peu tes bonnes oppositions et tes mauvaises oppositions. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes contre lesquelles, avant ce trade, tu étais plutôt bien et tu deviens un peu plus friable. Je pense par exemple, alors c'est tard, mais par exemple, tu rencontres les Suns, je pense que ce trade te fait pas du bien. Je pense qu'à l'inverse, tu rencontres les Lakers, alors ces deux équipes de la conférence Ouest, t'es mieux qu'avant. C'est très étonnant, mais bon, c'est tout le sel de ce genre de trade, hein. Défensivement, je me demande, alors là c'est plus d'ailleurs une question ouverte, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à jouer avec Damian Lillard et beaucoup de grands en fait et la question prend en compte le fait que j'ai pas vu jouer les Bucks beaucoup l'année dernière et que je sais pas trop où se trouve Middleton, ni physiquement, ni défensivement. Mais finalement, si tu te retrouves avec des 5, avec Brook Lopez, Jay Crowder, Giannis, Pat Connaughton, Middleton, est-ce que finalement ça n'a pas du sens, ça permet pas aussi cette taille et cette envergure de compenser éventuellement la faiblesse défensive qui peut être celle de Damian Lillard? J'ai l'impression qu'il y a aussi des opportunités de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est une possibilité, effectivement, mais le problème, c'est que leurs grands sont vraiment pas des défenseurs de petits, ou même de. Donc là-dessus, je sais, enfin, tu vois, de joueurs forts d'ISO, je sais pas trop. Par contre, dans le prolongement de ce que tu dis, je me demande s'ils vont pas, parce que de toute façon, si on se base sur la dernière, il a manqué tellement de matchs Middleton que c'est dur à juger. Mais je me demande s'ils vont pas se diriger, comme tu le disais, vers un trade rapidement. Et moi, je les verrais bien aller chercher une sorte de connecteur défensif. Tu vois, je pense à un gars comme Alex Caruso, tu vois, un gars comme ça. Je me dis que ça pourrait avoir du sens d'aller chercher un mec comme ça pour compléter le 5, quitte à perdre un peu d'attaque, parce que le truc de Malik Beasley, qui est intéressant, effectivement, ça donne une option en plus. Une option, je parle pas d'un catch and shooter, je parle d'une option. Est-ce que c'est vraiment intéressant dans cette équipe? Je sais pas. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, ouais, je les vois bien faire peut-être un trade d'un connecteur un peu comme ça, défensif. Ouais, Ouais. ça va pas être forcément facile parce que la valeur d'un Malik Beasley et celle d'un Alex Caruso, c'est pas la même, mais effectivement, un profil moins C'est une élite idée, hein. Ouais, ouais, c'est une idée. pourrait. Non, mais voilà, un profil moins élite sera peut-être plus accessible qu'un profil vraiment de top niveau comme Caruso. Mais clairement, j'ai la sensation que il va être amené à évoluer à la trade deadline et que justement le début de saison régulière va permettre aussi de voir sur quels aspects du jeu il y a de véritables faiblesses. Euh, donc affaire à suivre pour la défense, quoi. Ouais, il faudrait qu'il y ait des opportunités parce que c'est le genre de profils qui sont ouais, chers et recherchés, donc à voir. Après, il y a peut-être des opportunités, voilà, encore une fois, qui se présenteront, il faudra les saisir. Je ne sais pas à quel point ça peut changer au vu de la rareté des profils recherchés pour les contenders, qui sont toujours les mêmes, hein. 3&D connecteur, mais sauf que justement, les bons ne courent pas les rues. Après, effectivement, il y en a pas mal qui sont potentiellement à mettre sur le marché à un moment ou un autre. Guillaume qui nous disait, pour parler de ça par rapport à Jrue Holiday, ce n'est pas qu'un point of attack defender, c'est beaucoup plus. On le sait notamment sur le jeu off-ball en défense et l'aspect un peu de connectivité défensive. C'est vrai. Moi, je trouve que Malik Beasley est un petit peu sous-coté de ce côté-là du terrain. Alors, je pense que c'est de la volonté aussi. Peut-être aussi du coaching qui est à le mettre en concurrence ou pas, et c'est là aussi où peut-être ta profondeur de champ ta profondeur de excusez-moi de problème professionnel ta profondeur de roster te pénalise parce que tu peux moins mettre en concurrence les gars, mais je pense que c'est un mec qui peut montrer des choses intéressantes de ce point de vue là défensivement, peut-être moins sur le point of attack et sur l'homme, mais j'avais des bons souvenirs en tout cas de sa période Denver. Et justement, moi en tout cas, qui l'ai moins vu depuis qu'il a quitté Denver, j'avais souvenir d'un joueur qui avait un problème, notamment dans la gestion de l'intensité, qui avait tendance à essayer de trop souvent couper les lignes de passe et être un petit peu trop agressif sur le porteur et faire beaucoup de fautes. J'ai vu beaucoup de retours selon lesquels ça s'est pas amélioré forcément positivement
notamment à Minnesota, où finalement, par rapport au niveau de jeu et à ce qu'il pouvait représenter dans la rotation, il n'a jamais réussi vraiment à s'implanter comme une valeur sûre. Et je me demande à quel niveau son niveau défensif est le même ou a progressé. J'ai le doute sur le fait qu'il ait réellement progressé en 2 ans et demi, quoi. C'était pas sur les 6 derniers mois aux Lakers, c'était un défenseur euh, complètement, comment dirais-je, banal, quoi. Tu vois, c'est le genre de gars, tu le remarques pas en défense. Il a pas des Ouais, c'est un peu trous, l'impression que j'ai, ouais. mais il a pas d'impact. Le vrai problème de Malik Beasley sur les 6 derniers mois aux Lakers, c'est qu'il puait la merde, hein. Et que, Il rappelait pas ses alors, tirs, donc ça c'est compliqué ouais, déjà à la non, mais base. alors qu'il est venu comme un prince, hein. Il est venu, ils ont laissé toute la place. Ils ont tout fait, ils se sont dit on a enfin notre shooter. Ils ont tout fait pour lui laisser un maximum d'espace, pour le mettre dans de bonnes conditions, en le mettant dans des bons 5, avec des bons shoots. Il puait la merde, hein. Oui, bon, alors là, c'est la farandole au van dans le chat, vous l'imaginez bien. À côté de ça, on nous parle justement des améliorations potentielles à la trade deadline. Jedi Padawan qui dit Portis Connaughton versus Tyler Hero. Tu oublies, Jedi Padawan, que Tyler Hero vaut au moins 6 choix de draft. Au moins 6 tours de draft. Donc je pense que ça ne pourra pas se faire, hein, bien évidemment, puisqu'il vaut au moins 6 tours de draft, hein, comme nous l'ont dit les fans du 8 tout l'été. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter du côté des Bucks? C'est vrai que c'est une prévue un peu particulière parce qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations. Alors si on se doute, si on est plutôt hype du côté offensif et des possibilités qu'il y aura offensivement à côté du jeu, du two-man game, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, et que en SR ça devrait quand même cruiser autour de ces deux-là. Il y a des petites interrogations, mais c'est vrai que en l'absence enfin avec la présence d'un nouveau coach surtout, et puis avec autant de changements, on s'interroge un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Est-ce que vous avez d'autres choses qu'on n'aurait pas citées, dont vous aimeriez un petit peu parler? BucksFR, Kilak dans le chat, n'hésitez pas. Également beaucoup de messages, donc j'ai un peu de mal à lire un petit peu Je peux tout. peut-être ajouter effectivement 2 choses. Et les 2 choses concernent Damian Lillard. La première, c'est que j'ai un petit doute sur la capacité de Damian Lillard quand les playoffs viendront à ne pas tout prendre à sa charge. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé à Portland, à l'exception de quelques matchs, je pense au Game 7 Denver à Portland avec CJ McCollum, j'ai toujours trouvé qu'il avait du mal dans la longueur à partager la responsabilité dans les playoffs, alors qu'il avait des joueurs pour le faire. Il l'a jamais vraiment fait, donc je me pose la question, d'autant plus qu'il vient avec un esprit revanchard, avec énormément d'ego. Donc par exemple, j'ai pas de doute sur le fait que Yanis aura des ballons, mais est-ce qu'un Middleton va pas complètement s'écraser une fois que les playoffs vont venir, il va pas complètement disparaître? Je me pose vraiment la question. Et votre avis m'intéresse là-dessus. Et la deuxième chose qui est plus positive, qui est un peu basketix, mais quand même super excitant de se dire qu'un joueur comme Damien va avoir au moins 2 années là, de 33 à 30 ans, parce qu'après il commencera à être un peu vieux, mais pour jouer le titre et pouvoir se montrer, parce que c'est quand même un joueur phénoménal. Jérémy. Sur l'aspect Portland, partage des responsabilités, j'avoue que je vois pas de quel joueur tu parles sur le fait d'avoir des joueurs qui pouvaient prendre les responsabilités à côté de lui. C'est-à-dire qu'à part McCollum Bah, c'est déjà pas rien. qui était un bon attaquant et qui était une bonne seconde option à côté, enfin, derrière, je vois pas trop qui ils avaient, quoi. C'est-à-dire que l'époque où ils étaient le meilleur, il me semble que le 5 de départ, il y a Joseph Nurkic, Al-Farouq Aminu et Mo Harkless, donc c'était vraiment très très léger. Donc moi je ne suis pas trop inquiet, surtout que je pense que il sait que justement il a un joueur qui a été MVP à côté de lui et que même si peut-être que offensivement finalement Lillard t'apporte plus d'options que Giannis qui va un petit peu rentrer à répétition à la charge. Bon, finalement c'est ce duo-là et ce qu'ils seront en tant que duo qui va représenter je pense la plus belle arme de son équipe. Et ensuite, sur les années qui lui restent, déjà, écoutez, voyons cette saison, parce que je pense qu'ils n'auront jamais un meilleur run, ou en tout cas une meilleure chance pour le titre que cette année, quoi. Ou peut-être l'année prochaine. Mais en vrai, je pense que le jeu de Lillard est fait quand même pour durer, et que même s'il perd en explosivité, son shoot reste une telle arme que je pense qu'un peu comme Curry, il va pas trop mal vieillir quand même. Tu as vu, j'ai précisé, hein, j'ai dit je ne pense pas que c'est Yanis qui va en pâtir, je pensais plutôt à un Middleton, par exemple. Ouais. Après, un Middleton, je trouve que c'est un joueur.
qui accessoire un peu. Moi, je me souviens en 2021 qu'il était assez irrégulier en playoff et que c'est plutôt un joueur, le soir où ça va rentrer, tu sais qu'il faut l'alimenter. Et je pense qu'après, c'est collectivement qu'il faut apprendre à faire ça et que un joueur comme Lillard, justement, il a connu ce côté où je suis seul, maintenant il va avoir la chance d'être entouré. Honnêtement, je suis assez optimiste pour lui et pour Middleton. Et puis en fait, Middleton, je pense même avec les miettes, il est capable de créer, avec du bon stagger, il est capable de créer aussi. Et puis s'ils ont besoin de lui, peut-être pas la meilleure des nouvelles, parce que déjà à deux, j'ai l'impression que l'habilité offensive de cette équipe est assez impressionnante, quoi. En tout cas, J'aime. j'apprécie le, l'évaluation que font les fans de Denver de CJ McCollum à chaque fois qu'on en parle depuis 2019. Ou à chaque fois, j'ai Hmm. l'impression que quand on parle de McCollum, on parle d'un pitre. Non, du tout, mais c'est plus que c'était bien en tant que seconde option. Ouais, Mais malgré tout, quand tu regardes les équipes qui vont loin aujourd'hui, tu as quand même 3 à 4 joueurs qui sont très forts. Et malheureusement, l'équipe de Portland, c'était vraiment un duo qui faisait de l'isolation en répétition et du pick and roll à répétition. Il y avait un côté un peu à toi, à moi qui était particulier, quoi. Encore une ouais. fois, on oublie aussi vraiment l'aspect premières années de Lillard, mais toutes les premières années de Lillard, où il y avait beaucoup plus d'options du coup à Portland et surtout où le système de jeu était très différent avec beaucoup de mouvements et il n'avait pas du tout ce côté bouffeur de ballon comme ces dernières années. Je pense que c'est un joueur assez intelligent et qui a surtout galéré assez pour aussi justement comprendre que c'est pas comme ça qu'il allait avancer, donc je me fais absolument aucun souci là-dessus, vraiment. Pas du tout. Sur l'aspect, c'est certainement Middleton qui va en pâtir, oui, et tant mieux. Enfin, genre vraiment tant mieux pour l'équipe. Et je suis sûr que d'ailleurs Middleton aussi, ce sera peut-être tant mieux pour lui, puisque ça fait quand même 2-3 saisons qu'il galère physiquement ou quoi, qu'il y a des petites blessures, qu'il y a des petites choses, etc. Si ça peut lui enlever un peu justement le rôle qu'il avait, c'est-à-dire l'unique potentiel créateur individuel pouvant shooter à l'extérieur, parce que Jrue Holiday c'est quand même très irrégulier à ce niveau-là et c'est quand même un créateur secondaire. Je pense que ça lui fera que du bien à lui et ça se trouve il retrouvera justement des niveaux d'efficacité un peu plus constants, même si dans son cas c'est un Ma peu question, un gros c'est problème. plus est-ce que tu gagnes un titre aujourd'hui en faisant en virant dans un jeu qui est du vrai two-man game, tu vois? Si Bah tu on pourrais l'a fait. arriver en playoff. On l'a Comment? fait cette Ouais. année, genre vraiment c'était le fait que les Nuggets l'ont fait genre il y a pas quelques mois, puisque les Denver Non, Nuggets je sont en suis pas champion d'accord. NBA. Franchement, je suis pas d'accord. Pour moi, les Nuggets, c'est pas du two-man game comme ce que j'imagine que pourraient devenir les Mais Bucks ce que je te dis, c'est que ce jusqu'à sera pas Hollande. du tout main game aux Bucks comme ça. Enfin, ce sera pas uniquement du main game. J'en suis assez convaincu. Où il y a trop de gravité autour de Lillard et de Giannis pour ne pas avoir des mecs ouverts qui en profitent comme jamais à côté. C'est aussi l'aspect gravitation des deux qui va être intéressant à avoir. Et si Lillard n'est pas un playmaker élite, ça je l'accorde assez facilement, c'est pas non plus le mec avec tunnel vision avec des œillères. D'ailleurs, c'est un peu ça en fait, il l'a été parce qu'il avait personne autour, quoi. Enfin, vraiment, les mecs Même quand il avait des mecs autour à l'époque de Portland au début, ça n'empêchait pas de gratter la balle comme possible, hein. Enfin, les Bah, gars, on verra, le temps le dira, mais Hmm. vraiment, moi, je suis pas du tout inquiet pour ça. Absolument C'est pas c'est inquiet pour possible ça. aussi que, tu vois, on puisse faire le parallèle avec ce qu'on a dit de James Harden à une époque. C'est-à-dire que des fois, on se dit qu'un joueur, il a tendance à oublier ses coéquipiers et à faire de l'isolation à outrance et à être assez égoïste. Et en fait, finalement, c'était pas lui qui était égoïste, c'était le plan de jeu de l'équipe. C'est-à-dire que le James hmm. Harden, toute isolation, qui était d'ailleurs la même période que le Damian Lillard et CJ McCollum, toute isolation. En fait, c'était le plan de jeu de deux coachs qui se rendaient compte que la meilleure façon d'optimiser leurs meilleurs joueurs, c'était de les faire jouer comme ça. Et en fait, par exemple, le jour où James Harden a quitté Houston et où il a rejoint les Nets, en fait, on s'est rendu compte que c'était un des tout meilleurs meneurs de la ligue et qu'à côté de Kevin Durant et Kyrie Irving, il avait aucun problème à faire la passe et même à être vraiment le principal créateur de cette équipe-là, quoi. Donc, je suis pas sûr que Damian Lillard ait le niveau de création de James Harden, mais je suis assez persuadé qu'il sait que Chris Middleton est un bon joueur, qu'il sait que des mecs comme Jay Crowder et Malik Beasley, etc., sont des joueurs qui en catch and shoot sont plutôt solides et qui va arriver à les trouver. Je suis assez optimiste Alors, là-dessus, je moi. change ma question. Est-ce que vous pensez que les Bucks peuvent être champions si Chris Middleton est catch and shooter? Oui.
Oui, et puis après ça, on a toute la saison régulière pour justement, se rendre compte et puis s'ajuster en cours de route. Mais, Moi, la vraie question, c'est est-ce que Middleton pourra être mis sur le terrain en playoff? Moi, c'est surtout ça ma question. C'est plutôt ça, en ah ouais, à ce fait, point-là? qui me pose problème. Oui, parce que je pense que défensivement, c'était très difficile les playoffs de Middleton. Donc, moi, j'ai peur qu'en fait, ce soit un joueur cible, en fait. Il était un peu blessé. Et quand il joue les playoffs, ouais, ça faisait combien de temps qu'il est revenu? C'était il y a moins de 2 C'était mois, non? ouais, c'était un truc comme ça, il me semble. Là, Ouais. je parle sous contrôle du chat. Mais pour moi, ce sera surtout ça la question. Mais on se la reposera en playoff. Une équipe des Bucks, du coup, qui sera très intéressante à jouer. Vous l'avez vu, beaucoup de questions, que ce soit dans le chat, mais aussi de notre côté. Hein. Et ça va être intéressant de voir ça. Peut-être Benjamin aura raison. Peut-être dans le replay YouTube, vous serez plutôt de son côté et d'être dans les sceptiques vis-à-vis du fait que Damian Lillard puisse vraiment trouver ses coéquipiers. On verra ça. Pour la gratter, hein, c'est mon favori. Hein. Oui, mais... c'est mon favori quand même. Hein. mais tu fais bien de l'être parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser en tout cas. Donc on aura les réponses très rapidement. Ça va être intéressant en tout cas de regarder du coup du côté de ces Milwaukee Bucks. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose rapidement avant de passer à la suite pour finir à peu près dans les temps? Je pense quand même qu'il faut le redire une dernière fois, hein, ce duo, c'est un des trucs, en tout cas un des duos qu'on a fantasmé en plus pendant des années, pendant très longtemps. On parlait de l'idée d'associer Giannis et Damian Lillard à l'époque où les Bucks couraient encore après le titre. Là, on l'a 4 ans plus tard, voire 5 ans plus tard. Mais du coup, il y a quand même de bonnes raisons d'être hype. Les Bucks sont toujours une très grosse équipe. Et je suis assez. Ouais, je suis dans l'attente de voir ce que va faire ce nouveau coach parce que je crois que je sais à peu près à quoi aurait ressemblé l'équipe avec Mike Budenholzer. Autant là, il y a aussi cette question-là et ça va être très sympa à suivre. C'est une des équipes qu'il faudra cliquer cette année. Donc voilà. Pour moi, c'est le duo le plus enthousiasmant créé depuis Wade LeBron. Oui, et tu n'es pas du tout biaisé, bien évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est plus enthousiasmant que ce qui s'est passé quand KD arrivait aux Warriors. C'est plus enthousiasmant que quand KD arrive aux Suns. Que quand KD arrive aux Nets. Non, que quand c'est KD... vrai que quand je commence. Quand KD arrive aux Suns. Quand par exemple quand par exemple Anthony Davis arrive aux Lakers, je trouve ça plus enthousiasmant que ça, par exemple, que quand Paul George et Kawhi se réunissent. Moi, je trouve vraiment que là, Giannis, Lillard, comme tu l'as dit, Jérém, on est sur un fantasme un peu. Là, vraiment. Non, mais ça se défend Génial. carrément, d'autant plus que et l'un et l'autre, on a vraiment attendu l'autre type de joueur en relais pour vraiment les voir exploser. Donc oui, non, mais je vous comprends et je pourrais vous suivre.